rappelle, il y avait eu un colloque sur les cadeaux. Sur les cadeaux, il y avait Serge Tisseron, puisque je le remplace. Irremplaçable, hein. Irremplaçable. Mais sur les cadeaux, petite chose pour... Là, maintenant, quand même, je vais essayer d'être discipliné, puisqu'il ne faut pas que j'ai tout jeté de ma famille. Donc, un peu de discipline. Les cadeaux. Les cadeaux, le schéma, à la fois anthropologique, je ne connais pas la théorie psychologique des cadeaux, mais en tout cas, le schéma anthropologique, c'est justement... Contrairement à la logique du marché, je téléphone, je dis est-ce que vous voulez faire, je sais pas quoi, un truc, puis je vous dis, et on se dit, ben, vous me donnez ce service-là, je vous donne de l'argent. L'argent est un équivalent général, sauf pour le cadeau, justement. Le cadeau, c'est normalement, on fait penser, il y a une page de Dolto très bien sur l'argent, le cadeau, justement. Mais bon, j'en reviendrai. Le cadeau, normalement, c'est pour dire un message, mais si vous vendez un service à quelqu'un, vraiment en termes de cadeau, et que la personne dit « Merci François d'être venu, je te dois combien ?», l'amitié sera fragile. Pourquoi? Parce que normalement, l'argent ne circule pas exactement de la même façon dans la logique affective. Et un bon cadeau, c'est justement quelque chose qui a quand même une certaine valeur, hein. On ne peut pas offrir des... Moi, je suis marié, bon, chacun ses tares, hein. Et depuis longtemps. Bon, j'avoue que j'ose pas, par exemple, offrir un collier de nouilles à mon épouse pour le 14 février. Sauf le jour où je lui dirais c'est fini. Nous, toi-même. Mais sinon, non. Donc, je vais trouver quelque chose qui aura une certaine valeur économique, mais qui donnera, et c'est ça le sens du cadeau, normalement il y a aussi un message personnel. Un message personnel. C'est à toi. Donc si je me trompe, normalement il ne faut pas offrir un cadeau à son conjoint, je vais me prendre comme exemple, j'y reviendrai sans doute, la culture liée et tout, moi j'étais pas Beatles. J'étais bien pire, hein. C'était Johnny, Sylvie, tout ça, bon, c'était la version dégradée française. Chantal, mon épouse, elle était Beatles. Là, j'ai vu que le monde ressortait tout, elle les a pas tous, et donc toutes les semaines, elle est pas là en ce moment, je vais acheter bien consciencieusement mon Beatles. Elle est contente, 9,99 €. Mais c'est un cadeau, si je lui offre Johnny Hallyday, elle sait que c'est trompeur. Tout le monde comprend. Il y a un message personnel. Toujours dans mes enquêtes, j'ai beaucoup d'enquêtes. Par exemple, il y avait une grand-mère qui avait 3-4... Parce que les grand-mères, c'est comme... Il n'y a pas de bénéfice non plus. Il ne faut ni dire que c'est minable, il ne faut pas non plus les mettre sur des piédestals. Hein. Et alors, il y avait une grand-mère qui, justement, donc là, je suis dans mon sujet, qui avait genre 3-4 petites filles. Alors, cadeau, elle achetait 4 fois le même flacon. Les 4 petites filles mettaient à la poubelle le soir même. Maintenant, grâce au marché, j'allais dire grâce à Dieu, non, grâce au marché, on peut les revendre sur eBay, Boncoin et tout ça. C'est quand même mieux, tous les cadeaux ratés. Alors, les grands-parents ont fait des efforts et ont compris quand même, en regardant la poubelle. Il y avait un truc qu'ils ne comprenaient pas. Nous sommes dans le cœur du sujet. C'est pour ceux qui se disent, mais il va finir quand de délirer? Non, je suis dans le sujet. Ils s'aiment. Et la grand-mère aimait sa petite fille, ses petites filles. Mais elle ne les aimait pas comme ils voulaient être aimés, c'est-à-dire reconnus à titre personnel, et pas simplement comme petite fille. Si c'est que des petites filles, on donne à ce moment-là une enveloppe. Et donc il est apparu quelque chose d'incroyable dans l'histoire du cadeau. Une nouveauté absolue, qui est le cadeau d'argent. Alors, plus ou moins déguisé, avec des bons. Enfin, bon, vous allez à la FNAC, vous savez que la personne vous l'a donné, c'est 50 €. Donc, c'est exactement comme si c'était de l'argent. Alors, généralement, éventuellement, on le met quand même dans quelque chose. Un petit livre, un petit quelque chose, parce que justement, c'est encore un tout petit peu honteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, moi, j'ai mis du temps, hein, à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la version pessimiste de l'intergénérationnel, qui est à la fois vraie d'une certaine façon, donc il faut finir les deux, Daniel a raison. Et
faut être optimiste et pessimiste. La version pessimiste, c'est que de fait, étant donné les transformations sociales, vos petits-enfants, mes petits-enfants, puisque je suis grand-père, vivent dans un monde que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Et que, pour une certaine façon, version optimiste, je ne dois pas connaître parce que c'est leur monde et ils n'ont pas de raison que la totalité de leur monde soit connue de moi, sinon ils ne se construiront pas comme des individus. On doit avoir un monde commun, ça sera une partie de mon exposé qui viendra. Comme le livre à venir de Maurice Blanchot. Bah, c'est bien, si vous comparez à Maurice Blanchot, ça pourrait être pire. Moi j'ai connu aussi des collègues qui annoncent toujours un livre. Moi j'en ai écrit suffisamment pour que je puisse pas en annoncer un pour l'instant. Mais bon, ça c'est autre chose, je reviens à ça. Ici, c'est aussi une marque de respect. Ça peut être une marque de respect. Une marque de respect si c'est à votre petit enfant. Si vous faites le même cadeau à votre conjoint, qui est généralement, disons, de la même génération, ça n'est pas possible. À vos enfants non plus, d'une certaine façon. Même s'il peut y avoir des négociations, tout ça est compliqué. Mais aux petits-enfants, c'est de dire, je reconnais, même si par ailleurs la relation est très bonne, tu as ton monde, et ton monde est très bien. Et je n'ai pas nécessairement à le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement compliqué. Sauf que nous, on le simplifie et tout. Mais je vous donne juste une petite anecdote, parce qu'une fois, je me suis fait moucher en tant que prof. J'avais travaillé la question sur la musique jeune, on devait faire une enquête et tout. Et alors, j'avais, sur les Inrock, il y avait des trucs, des meilleurs disques de rap. Alors, je faisais celui qui connaissait. Enfin, bon, j'en avais dit que non, mais... Et je dis ça. Et il y en a un qui n'avait pas dit un mot de l'année, qui lève la main et qui dit, moi, j'écoute plusieurs heures par jour le rap. Tous les titres que vous avez donnés, c'est un type de rap. Or, il y a 7 types de rap. Là, c'était pas moi qui sifflais, hein, c'était toute la culture rock. C'est-à-dire, en fin de compte, le mec, il connaissait rien. Donc, naturellement, je dis, oh, il y a du rap. Oh, mais je vais faire un effort, je t'offre un disque de rap. Naturellement, vous ne tomberez pas sur le bon rap. Donc, la meilleure façon, c'est de lui dire, tu peux acheter ce que tu veux. Et naturellement, si jamais il vous montre le disque de rap, il ne faut pas faire de grimace, puisqu'il faut accepter qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc ici, la chose importante qui s'est passée très progressivement, c'est la transformation. C'est pour ça qu'on est là, en partie, il n'y a pas que le vieillissement. Hein. C'est le fait que, depuis les années 60, on peut toujours trouver des traces antérieures, mais depuis les années 60, il y a eu l'apparition d'une culture jeune, donc je reviens à saluer les copains, c'est-à-dire une musique qui avait été construite explicitement. Jean-Marie Perrier, pour ceux qui ont mon âge, photographe de Salut les copains, amoureux de Françoise Hardy à ce moment-là, a dit « Daniel Philippaki m'avait donné une seule consigne. Fais des photos qui déplaisent aux parents. » Alors regardez maintenant les premiers numéros de Salut les copains qui valent... le premier numéro doit bien valoir 2000 €. C'est vrai que ça a effrayé mes parents. Mais maintenant, vous trouvez que c'est presque un journal religieux, tellement c'est gentil. De dire les journaux d'adultes, c'est autre chose que ça. Mais naturellement, il faut bien faire de la surenchère. Alors là, je vais vous donner la chose que je viens d'apprendre. Puisqu'il faut montrer que j'ai mon monde, et que tu rentreras pas dans mon monde. C'est une revendication. Donc il ne faut pas dire « Oh, j'adore ». Si vous dites « j'adore », il va falloir qu'il fasse autre chose. Pour que un jour, il faut lui dire non. Non, au sens pas forcément le refus, mais tu as ton monde. Alors j'ai vu ça cette semaine, un régal pour moi. Les Américains nous ont précédés sur un truc. Il fait froid et certains ados vont à l'école en short. Ah, naturellement, ça y est, va avoir des engelures, etc., etc. Et alors, dans l'article que j'ai lu, les écoles n'osent pas trop, parce que ce n'est pas des micro-shorts de filles, hein. C'est des shorts, comment on appelle ça, Bermuda, on pourrait dire, des trucs. Et le type dit, oui,
Je rentre à l'école et comme ça, tout le monde comprend que j'ai ni parents ni prof. Alors ça, il y a un problème. Le problème n'est pas dans le champ, c'est celui qu'on va traiter, si on me laisse le temps, très mauvaise plaisanterie, qui est celui de l'articulation entre mon monde et d'autres mondes. Puisque ici, c'est rentrer à l'école en chambre. Pour bien montrer que même quand je suis à l'école, c'est pas tout à fait l'élève que vous voudriez que je sois. Alors, puisque Catherine m'a dit, je pouvais en parler, donc effectivement, je préside une commission impossible, mais ça c'est autre chose, stratégie unifiée sur l'enfance et l'adolescence. Le constat qu'on n'ose pas trop se dire, les banlieues c'est pratique, ça nous sert de paravent. La plupart, c'est-à-dire au moins 80% des jeunes, donc dans lesquels il y en a beaucoup qui vont bien, quand ils rentrent au collège ou au lycée, c'est un proviseur qui nous l'a dit, ils sont présents, absents. Ils sont présents, absents. Alors, ils ne mettent pas forcément un short, hein, mais ils sont là. Et ils sont là à quel titre? Ah ben pour vous qui êtes adepte de la transmission, ils sont contents. Ils sont là en tant que fils d'eux. Mais leur vraie vie n'est pas là. Donc d'ailleurs, quand le soir vous rentrez, vous leur dites « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» C'est la journée pour les parents. Donc ils racontent à peu près ce qu'ils ont fait. Sauf qu'ils vous disent jamais normalement ce qu'ils ont fait pour eux, c'est-à-dire leur vraie vie. Je vais vous donner un exemple, parce que je le trouve fascinant, naturellement il me concerne. Je cause comme ça, je suis pas privé, puis c'est mon métier, hein, dans un amphi le mercredi matin. Et un jour, un collègue m'a dit, je vais me mettre dans le fond, je viendrai suivre ton cours. J'ai dit, bon, ok. Et alors, il était dans le fond, et l'avantage, c'est qu'il voyait les élèves du fond. Ah, ils font pas de bruit, hein. De toute façon, s'ils font du bruit, ils se font sortir, parce que je leur dis, ça c'est l'avantage de la fac, ils sont pas obligés de venir, donc si vous voulez causer et tout, vous faites dehors. Donc ils sont relativement silencieux. Mais quand ils ont un écran, ils ont un écran d'ordinateur, oui, je ne sais pas dessiner, mais on ne peut pas. Ils ouvrent une petite fenêtre. Ça, c'est le cours de François de Saint-Denis. Elle l'a pris en photo. Hein. Elles ne vous le disent jamais, les étudiants. Ils sont dans là. Et ça, c'est leur monde. Alors, de temps en temps, maintenant que je le sais, c'est totalement aberrant. Parce que normalement, vous voyez, je suis un peu échauffé quand même, donc je cause, puis de temps en temps, j'ai un petit trou, alors je vais doucement. Et eux, dans leur schéma de l'enseignement secondaire, si le prof va lentement, c'est qu'il faut prendre note. Alors, leur note, c'est toujours c'est-à-dire le moment où je choisis que je patine un peu. Mais sinon, ils écoutent à l'oreille. C'est important si ça va lentement. C'est totalement incroyable. Et ils sont là, ils sont présents, absents. Qu'est-ce que c'est que c'est aussi ça l'intergénérationnel. J'espère que vous savez qu'au Conseil des ministres, Hollande a été obligé de faire un petit meuble pour que les ministres, personnages importants, qui normalement décident de la France, en fin de compte, chacun fait son courrier et tout, et n'est pas là. Donc quand Hollande dit quelque chose, vous l'avez de temps en temps dans le petit carré, ben maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la photo, il dépose. Sauf lui. La bombe atomique à mon dos. Mais enfin, ça prive du plaisir d'injurier les ministres qui sont autour de la table, ce qu'ils faisaient auparavant. C'est déjà ça. Présent, absent. Et ça, c'est quelque chose. À la maison, ils sont présents, absents. Bonjour maman, ils t'embrassent le soir, et hop, ils sont déjà dans leur chambre, dans leur monde. Parce que la maison abrite aussi des mondes. Donc la question de l'intergénérationnel, vous l'avez compris, c'est quoi le monde commun? La difficulté du monde commun, dans la logique de la transmission, c'est qu'ils peuvent vous écouter. Moi, mes étudiants sont gentils. Puis à la fin, ils me disent, on est content pour vous. C'est-à-dire, ils trouvent que c'est bien que j'aime hurler. Un jour, je me rappelle, j'aurais montré pourquoi c'était formidable de lire Le Monde. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. Alors, elle aurait pu dire, je sais pas quoi, elle me dit, ah ben non, c'est vraiment bien. Tout content, le prof.
me dit c'est vraiment bien que vous ayez du plaisir à lire Le Monde. Pourquoi? Puisqu'ils ont 20 ans à prendre un plaisir de vieux. Ils ont leur plaisir de leur génération. Dans cette génération-là, il y a des gens qui aiment le papier. Eh ben, mais ils aiment le papier. Et alors, les sociologues, nuls, enfin nuls certains, hein. Dans tout corps de métier, il y a des nuls. Quand, par exemple, des gens de génération, oui, déjà depuis un moment et tout, ils ont vu des jeunes déjà créer leur monde, qui était le monde anti-autoritaire, de faire par exemple la cohabitation. Les sociologues, tout de suite, on a dit, je me rappelle, concept, on était tout fiers et tout, cohabitation juvénile. Bon, je ne vais pas demander ici, mais il peut y avoir des concubins d'un certain âge, hein, ici. Et je rappelle, puisqu'on est dans les problèmes des âges de la vie, c'est qu'une des grandes surprises maintenant, c'est que vers 60, il y a un pic de cohabitation.